Écoutez, je remercie bien sûr tout d'abord le maire de Saint-Maur de bien vouloir accueillir cette conférence et de m'accueillir ici parmi vous. Je remercie également le collectif 94. Excusez-moi, je viens du Vaucluse. Pour cette invitation qui me fait très plaisir. Je connais Saint-Maur, j'ai eu l'occasion d'y séjourner à l'occasion et je suis d'autant plus heureux de voir que l'assistance est nombreuse parce que vous verrez, ce soir, beaucoup de choses vont être dites et j'ai peur qu'un certain nombre d'entre elles, vous les entendiez pour la première fois et que cela vous frappe parce que nous sommes, cela vient d'être dit à l'instant par le maire de Saint-Maur, à une étape cruciale sans doute de l'histoire de l'humanité. Et je n'exagère pas l'importance des mots. Donc, si je veux vous parler aujourd'hui de l'idéologie du genre, je remarque déjà qu'on parle d'idéologie désormais. Et ça, c'est un signe d'espoir. Je le dis tout de suite parce que souvent, à la fin de mes conférences, les gens me disent « Mais y a-t-il de l'espoir ?» Alors, je fais tout pour vous montrer qu'il y en a. Mais là, vous voyez, c'est déjà tout de suite une introduction qui me paraît positive. Nous parlons d'idéologie du genre, désormais, et non pas de théorie du genre, alors que cette expression était consacrée il y a encore quelques mois de cela. Et nous le verrons, c'est très important, parce que dans ce combat des idées, ce combat des mots, il faut savoir de quoi l'on parle, et le genre, ça n'a rien d'une théorie. Ça n'a absolument rien d'une théorie, ça n'a rien de ce qu'on pourrait appeler des études scientifiques, c'est purement et simplement une idéologie au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui tourne complètement en dehors de la réalité, et qui a simplement, au moins en première analyse, sa propre cohérence. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors, peut-être tout simplement nous remettre en mémoire ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment l'intense mobilisation du premier semestre de l'année 2013. Ça, c'est important, j'en parle parce que cette mobilisation était inattendue. Et là aussi, j'y reviendrai à la fin de la conférence, ça peut être un signe d'espoir, parce que vraiment personne ne s'attendait, je ne m'appesantirai pas là-dessus, personne ne s'attendait à une telle mobilisation. À des millions de personnes dans la rue, à des moments où on s'interrogeait sur la poursuite du mouvement, peut-être avait-il pourri, c'est notamment vrai par exemple pour le 26 mai. Grandes interrogations avant le 26 mai, est-ce que oui ou non les gens vont revenir alors qu'en mars ça n'a rien donné et que mars faisait déjà suite à la grande manifestation de janvier. Donc inattendu et d'autant plus intéressante que ça s'est fait sans l'aide de la presse. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec Frigide Barjot à l'époque, maintenant nous sommes un peu séparés parce que nos analyses de la situation sont quand même très différentes. Et donc à l'époque j'étais avec Frigide Barjot qui avait ses grandes qualités, qui m'avait d'ailleurs appelé à venir participer à toute une série de meetings avec elle. Et je suis sur une conversation téléphonique entre elle et un journaliste de l'agence France Presse la veille de la manifestation du 24 mars. Et elle se met à attraper, à engueuler, comme on dirait, ce journaliste en lui disant « Mais comment se fait-il que tu m'appelles simplement maintenant alors que la manifestation a lieu demain ?» Et c'était symptomatique parce que, vous en souvenez certainement, la presse n'a rien dit. Tout s'est fait par réseau, tout s'est fait par oui-dire, par bouche à oreille, par collaboration informelle entre les personnes, et brusquement, on a vu déferler le 24 mars une masse humaine comme on n'en avait jamais vu depuis des décennies et des décennies. Donc ça c'est extraordinaire, et ce que nous avons pu faire une fois, nous pourrons le refaire. Rien ne nous empêchera de le refaire. Et alors c'est également sans précédent sur la durée. Ça a commencé en novembre, ça s'est poursuivi jusqu'au mois de juin, et ça se poursuit encore. Ça se poursuit encore. C'est-à-dire qu'on a encore, partout en France, des veilleurs qui sont devant les mairies, devant certaines institutions. On a des comités de vigilance qui se mettent en place. J'en parlais avec des responsables de Manif pour tous dans la voiture à l'instant. Et donc ceci continue. Et votre présence ce soir montre que vous êtes restés mobilisés, que vous avez toujours conscience de l'importance de ce qui est en train de se passer. Ça c'est capital et c'est formidable. Et pourtant, on a eu une décision négative du Conseil économique et social sur les 700 000 pétitions. On a eu des décisions négatives du Conseil d'État sur des affaires dont je l'avais moi-même saisi, avec d'autres, y compris Philippe Briot, le maire du Chesnay. On a eu ensuite la décision négative du Conseil constitutionnel, le vote de la loi, et l'ensemble des textes ont été adoptés, ou quasiment la totalité, décrets, circulaires, etc. Et donc on pourrait penser que c'est un échec. Et quand on ajoute à cela le fait que les mariages sont célébrés, au moins quelques-uns d'entre eux, que des maires ont essayé de résister et puis que finalement ils ont été obligés de se ranger, on pourrait se dire aujourd'hui, oui, échec. Échec, parce que malgré tout, malgré cette immense mobilisation, nous sommes parvenus
à rien de décisif. Et le régime politique est toujours aussi décidé, manifestement, à aller de l'avant. Je dirais même plus, on pourrait s'interroger en se disant, mais le 26 mai, nous étions à nouveau plus d'1 million dans les rues de Paris, aux Invalides, et vous vous souvenez qu'on disait toujours avant, François Mitterrand le répétait, lorsqu'il y a 1 million de personnes dans la rue, le régime vacille. Et finalement, le 26 mai, il semble que nous ayons fait la preuve que ce n'est pas le cas. Parce que comme nous sommes des gens bien élevés, que nous ne sommes pas des voyous, que nous n'avons pas de racailles dans nos rangs, que nous avons un sens élevé de la dignité et du respect au bien public, nous sommes 1,5 million dans la rue, pour l'instant, ça ne change rien, parce qu'on ramasse les papiers en partant. Et c'est plus propre quand on a fini la manifestation qu'avant qu'elle ne commence. Alors, échec, oui ou non? Je dirais 2 choses. Non, bien sûr, d'abord. Avant toute chose. Non, parce qu'il était, à mon sens, utopique de penser à un retrait. Parce que cette loi, elle était centrale, on va le voir, elle est centrale idéologiquement dans le programme politique de l'actuel gouvernement. Elle a été préparée par des infiltrations de réseaux, notamment les réseaux LGBT, dans tous les cabinets ministériels. Donc il y avait non seulement un engagement politique, mais il y avait une pénétration directe, matérielle, personnelle de gens, de militants, décidés à tout faire dans les cabinets pour circonvenir leurs ministres. En revanche, et c'est là où les choses sont positives, on pouvait espérer que les juges seraient touchés. Et personnellement, c'était un petit peu mon objectif. Je ne croyais pas dans le retrait de la loi, mais je pensais que la manifestation si nombreuse de ce que nous étions influerait les magistrats dont j'étais, puisque je vais y revenir dans un instant sur mon parcours, et que les magistrats auraient le courage de dire le droit et non pas de se mettre dans le sens de l'histoire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas non plus. Mais là où je dis que ce n'est pas un échec, c'est que plusieurs éléments extrêmement favorables se sont montrés. D'abord, l'ennemi a été démasqué. L'ennemi a été démasqué. On a vu les réseaux LGBT dont je parlais tout à l'heure. Qui connaissait le nom de LGBT il y a encore 1 an? Pas grand monde. On les a vus à la télévision. Il a suffi que François Hollande parle de droit de liberté de conscience pour les maires pour que le soir même il soit à l'Élysée. Et que le lendemain de la visite de ce réseau LGBT, François Hollande revienne en arrière en disant qu'il avait dit une bêtise et qu'on ne pouvait pas autoriser la liberté de conscience pour les maires. Donc on les a vus à l'œuvre. On a vu également les faiblesses sur le plan politique, y compris de personnes qui se sont apparemment engagées. On a vu par exemple le vote au Sénat. Le vote au Sénat a montré que, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le groupe UMP au Sénat n'a absolument pas empêché le vote de la loi qu'il aurait pu empêcher. Et on a vu se dérouler un vote à main levée, sur lequel je reviendrai peut-être plus longuement à l'occasion de questions, mais qui était véritablement une négation de ce qu'on pourrait appeler un vote démocratique transparent. Et alors surtout, on a enfin mis en lumière l'idéologie du genre. On n'en parlait pas avant. Oui, il y avait eu des conférences de Tony Natrella. Il y avait eu un ouvrage écrit par Elisabeth Montfort, que je salue d'ailleurs ici, un livre écrit par Aude Murkovic, par Béatrice Bourges, Elisabeth Montfort, des gens comme moi-même, comme Bernard Vergely, qui faisaient des conférences déjà, qui travaillaient depuis plusieurs années sur les questions, mais en réalité c'était confidentiel. C'était confidentiel. Et d'une certaine façon, il a fallu un petit peu, je peux le dire avec, sans trop me mettre en avant, mais il a fallu que j'intervienne le 24 mars sur le podium, vous en souvenez peut-être, de la Manif pour tous, où j'ai pour la première fois centré un discours complet sur le problème de l'idéologie du genre. Et ça a frappé, d'après ce que je crois savoir, beaucoup de gens, y compris d'autres vidéos que j'ai placées ensuite sur YouTube. Et on ne parle désormais plus que de cela. L'idéologie du genre est devenue centrale. Et encore une fois, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez conscience de l'enjeu que cela représente. Et on a constaté, et les gens maintenant commencent à le sentir, que le mariage homosexuel n'était que la pierre d'entrée, que le point d'entrée de l'idéologie du genre. Et on va le voir au long de cette conférence, finalement le mariage homosexuel, aussi important soit-il, il ne doit être conçu que comme cela, que comme le point de départ. Et ce n'est plus l'homosexualité en tant que telle qui m'intéresse, ce n'est pas elle qui m'intéressera ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi conduit cette première pierre, c'est-à-dire la mise en place d'une idéologie mortifère et d'un grave danger. Donc en fait, ce n'était qu'un point d'entrée. Alors un point d'entrée. Un point d'entrée, pourquoi ? Parce que tout est parti, encore une fois, de ce mariage homo, mais sur des fondements qui ne correspondaient absolument à aucune réalité. Première chose qu'on a dite, c'est le mariage homosexuel est nécessaire pour le respect du principe d'égalité entre les couples. Entre ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont hétérosexuels. Alors j'ai eu l'occasion de le dire, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Rien à voir avec la réalité.
c'est un non-sens juridique. Purement et simplement, pourquoi? Eh bien parce que le principe d'égalité en droit français, c'est un principe qui dit que l'on applique les mêmes choses aux personnes qui se trouvent dans la même situation, mais que l'on traite de façon différente les personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Et si vous traitez de la même façon des personnes qui sont dans une situation différente, vous violez frontalement le principe d'égalité. Ça, c'est vraiment un point incontestable en droit, que ce soit d'ailleurs le droit français, le droit international, le droit conventionnel européen. Or, maintenant, réfléchissons un petit peu sur ce qu'est le mariage. Vous tombez amoureux d'une personne sur le campus de la fac ou dans la rue, et vous nouez une relation avec cette personne. Est-ce que vous allez voir votre député pour qu'il constate que vous aimez cette personne et qu'elle vous aime? Ça ne viendrait pas à l'idée. Est-ce que vous allez voir votre président du conseil général? Pas davantage. Est-ce que vous allez voir le gouvernement, votre ministre? Évidemment encore moins. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un domaine privé. Votre relation affective, votre relation amoureuse avec la personne dont vous êtes en train de tomber amoureux, dont vous venez de tomber amoureux, ça ne regarde que vous et elle, ou votre entourage familial. Mais ça ne regarde aucune institution politique. Donc pourquoi l'État vient-il institutionner le mariage, qui est finalement rien d'autre que la consécration d'une relation entre deux personnes? Il n'y a strictement aucune raison, sauf que le mariage entre un homme et une femme, c'est nécessaire pour la procréation d'enfants. Et sans procréation d'enfants, il n'y a pas de persistance de la société, alors que la société, cette persistance, c'est la mission fondamentale de l'État. Donc la seule raison pour laquelle l'institution politique peut s'occuper du mariage, c'est que un mariage entre un homme et une femme, ce sont des enfants. Et si ce sont des enfants, c'est la persistance de la société. Et il n'y a aucune autre raison. Il n'a pas à se mêler sinon de ce qui se passe dans les alcôves. Il n'a pas à venir se mettre sous les lits pour savoir ce qui s'y passe. Sinon on est dans un régime purement et simplement totalitaire. Et donc à partir du moment où on donne, sous prétexte d'égalité, le mariage aux couples de même sexe, alors que par définition, par nature, par état fondamental, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, on donne la même chose à des personnes qui sont dans une situation radicalement différente au regard du point crucial qui justifie seul l'intervention de l'État dans la reconnaissance du mariage. C'est donc une violation directe du principe d'égalité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, deuxième élément qu'on peut relever, il était dit, mais il faut que ces gens puissent avoir cette stabilité, cet entourage, cette chaleur affective qu'on trouve dans les couples mariés. Alors c'est amusant parce que parfois il disait ça, mais ensuite il disait que beaucoup d'enfants étaient malheureux dans les couples hétérosexuels et qu'ils seraient bien plus heureux dans un couple homosexuel. Vous vous en souvenez? Alors je répondais à l'époque, enfin je réponds maintenant, c'est intéressant. Le 18 septembre dernier, on a entendu parler de ce couple homosexuel qui s'est marié. Et la nuit même, ils se sont disputés tellement violemment que l'un d'entre eux a donné un coup d'une telle violence à son conjoint qu'il a eu 3 mois de prison ferme pour le coup qui avait été donné. Et le motif de la dispute, tenez-vous bien, c'était à propos des belles-mères. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'était le 18 septembre, hein, c'était dans la presse, hein, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'était dans la presse. C'est quand même amusant comme état de fait sur la soi-disant différence fondamentale entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Mais alors autre chose, je tombe sur une déclaration de Madame Caroline Mécari, qui est très célèbre, vous savez, dans les milieux de défense des LGBT, qui est une avocate, hein, qui a obtenu quelques succès, enfin un succès au moins devant la Cour d'appel de Rennes. Et alors que publie-t-elle? Et ça date du 27 janvier, donc peu de temps après la première grosse manifestation. Elle nous dit: il faut profiter de l'institution du mariage entre personnes de même sexe, écoutez bien, pour supprimer l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. Il faut profiter de cette réforme pour supprimer l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. Excusez-moi, mais que reste-t-il du mariage? Et ça rejoint un petit peu ces groupes de militantes lesbiennes qui étaient devant l'Assemblée nationale le jour du vote, je m'en souviens très bien, et qui scandaient devant le Parlement: à nous le mariage, à nous l'adultère. À nous le mariage, à nous l'adultère. Donc voilà, des gens qui disent d'emblée: mais le mariage ne m'intéresse absolument pas pour ce que vous y mettez vous. Pourquoi ça m'intéresse? Mais en réalité, il n'y a aucune raison que je veuille y aller. Je ne veux pas de fidélité, je ne veux pas de présomption de paternité, je ne veux de toute façon pas avoir d'enfants, ça n'a rien à voir avec le principe d'égalité. Pourquoi le mariage aux personnes de même sexe? Alors ça va très loin parce que d'autres coupures de presse, j'en ai une sous les yeux, qui viennent cette fois-ci des États-Unis, mais où le combat est exactement le même, disent: mais il ne faut surtout pas s'arrêter au mariage de personnes de même sexe, il faut aller à la polygamie.
Il faut aller à la polygamie. Et j'ai ici un article qui est écrit par une dénommée Gillian Keenan, qui est une grande LGBT, enfin spécialiste LGBT aux États-Unis. Et elle dit, pendant que la Cour suprême et le reste d'entre nous sont focalisés sur, alors je lis un peu lentement parce que je traduis au fur et à mesure, sur le mariage égal, sur l'égalité du mariage entre les couples, n'oublions pas que le combat ne finira pas avec le mariage des personnes de même sexe. Nous devons obtenir la légalisation de la polygamie. Nous devons obtenir la légalisation de la polygamie. Et elle ajoute, si une femme veut épouser 3 hommes, ou 3 femmes avec le même homme, ces bons sang sont damnés choix. Et il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Et elle ajoute, avec une argumentation que l'on connaît très bien, aujourd'hui la polygamie n'étant pas reconnue, ça se passe un petit peu dans le secret, donc les femmes parfois sont maltraitées. Si au contraire c'était reconnu, ce serait ouvert et elles seraient protégées. Je serais tenté de dire qu'on connaît le refrain maintenant, tout de même. Nous connaissons le refrain. Donc tout ceci pour vous dire que, à partir du moment où on demande le mariage dans ces conditions-là, ce qui intéresse ces personnes n'est absolument pas le mariage. C'est pour ça que je dis sans hésiter que ce qui les intéressait, c'était de casser purement et simplement les codes, les repères, détruire l'institution du mariage, de façon à ce qu'il ne reste plus rien du mariage en ce qui concerne la différenciation des sexes. Et alors c'est pas anodin qu'on ait en même temps un programme qui a été sorti par le gouvernement en octobre 2012. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme. C'est un programme complet qui s'intitule « Programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ». C'est évidemment publié sur les sites officiels du gouvernement. Si vous cherchez bien, vous le trouverez assez facilement. Il faut un peu chercher parce qu'il est mis maintenant un peu par derrière, comme il gêne un peu ce programme. Mais il est appliqué constamment, on va le voir. Et ce programme, en fait, prévoit que dans tous les domaines de la société, l'idéologie du genre devra désormais prévaloir. Et donc, ceci m'amène simplement, pour faire bref, à montrer vraiment que le mariage des personnes de même sexe n'est pas du tout une fin en soi, parce qu'il n'y a plus rien dans ce mariage tel qu'il est réclamé. Il n'y a plus rien. Rien du tout. En réalité, ce qui est recherché, c'est de lancer le procédé d'institution partout de l'idéologie du genre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idéologie du genre ? D'abord, première précaution, ça n'a rien à voir avec le féminisme. On parle souvent de féminisme radical, quand on parle des féministes de l'époque, aux États-Unis notamment, qui ont lancé ce type de démarche. Ça n'a rien à voir avec le féminisme, parce que le féminisme, tel que nous le constatons, c'est quoi ? C'est assurer l'égalité entre l'homme et la femme dans les meilleures conditions. Et faire en sorte que la femme, à chaque fois que c'est bon pour elle, compte tenu de ce qu'elle fait, soit en quelque sorte prise en compte, accompagnée, aidée, etc. Eh bien, 3 exemples vont vous montrer que ça n'a rien à voir avec ça. Premier exemple, que vous avez vu passer, mais peut-être que vous n'y avez pas fait suffisamment attention, en décembre dernier, en décembre 2012, on a supprimé partout en Europe la possibilité pour les compagnies d'assurance de facturer les primes d'assurance pour les accidents automobiles moins chères aux femmes qu'aux hommes. Alors les hommes hésitent à dire ça, mais il semblerait que l'accidentologie des femmes est moins élevée que celle des hommes en voiture, qu'elle coûte nettement moins cher. Ils se consolent en disant qu'elles vont un peu moins vite, mais qu'elles ont plus d'accidents. Je n'en sais rien. Toujours est-il que les compagnies d'assurance faisaient la différence et faisaient payer moins cher les primes aux femmes qu'aux hommes. L'Union européenne est intervenue, tous les pays se sont pliés à ce qu'elle a demandé, et on a supprimé cette possibilité au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous voyez bien, c'est un premier exemple qui est frappant parce qu'il montre que peu importe la réalité de ce qu'est la femme, peu importe ce qu'elle fait différemment de l'homme, peut-être à raison de sa nature, une plus grande prudence naturelle, elle a davantage conscience des enfants qui sont derrière que son mari, peut-être, j'en sais rien. Peu importe, on supprime complètement l'avantage dont elle bénéficiait à raison de cette particularité de sa nature et de son caractère, au nom de l'égalité. Deuxième exemple, jusqu'au début des années 2000, les femmes fonctionnaires, comme les femmes militaires, pouvaient partir à la retraite anticipée avec une retraite proportionnelle. Et donc il fallait qu'elle travaille 15 ans, et au bout de 15 ans, elle pouvait partir avec, certes, uniquement une retraite calculée sur 15 ans, mais une retraite qu'elle touchait tout de suite, il y avait une jouissance immédiate. On considérait que le fait d'avoir déjà 3 enfants, ça les autorisait à prendre du repos et à se consacrer à leurs enfants. Et l'Union européenne est intervenue encore, a rendu un arrêt en disant ça c'est une violation de l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut que les hommes puissent eux aussi partir au bout de 15 ans quand ils ont eu des enfants. Et comme je le dis souvent, c'est un petit peu comme s'il était aussi difficile de regarder sa femme porter des enfants que de les porter soi-même. Il est évident que ça n'a rien à voir. Donc on a donné cet avantage également aux hommes, mais ça coûtait tellement cher que instantanément tous les gouvernements l'ont supprimé pour les femmes.
Et donc plus personne aujourd'hui, et depuis maintenant 8 ans, 10 ans, ne peut bénéficier de cette mesure, et les femmes ont été privées sciemment d'une mesure qui était prévue pour elles, à raison de ce qu'elles avaient fait et de la progression d'enfants qu'elles avaient donné au pays et à leur famille. Troisième exemple tout récent, je reviens un peu plus en détail, le congé parental va être réformé. Désormais, ce sera une prestation d'accueil partagé de l'enfant. C'est un projet qui vient d'être adopté au Sénat, avec la bénédiction de tous les groupes dits de droite, et ce projet va revenir à l'Assemblée nationale, et il va être adopté. Je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Eh bien, que dit ce projet? Il dit la chose suivante: il faut que la femme ne puisse plus prendre toute seule le congé parental après la naissance de son enfant, même si c'est pour l'allaiter, même si c'est pour rester avec lui parce qu'il est en bas âge. Et comme on constate que cette femme fait toujours ça, qu'elle préfère utiliser son congé parental pour rester chez elle, allaiter son bébé ou s'en occuper, eh bien on va commencer à l'en empêcher. Et donc le projet de loi décide dès maintenant que le congé parental sera obligatoirement partagé entre l'homme et la femme. On va commencer par une période de 2 mois obligatoire, et ensuite on passera à 6 mois. Et on fera en sorte qu'à aucun moment, la femme, alors qu'elle a porté l'enfant, ne puisse avoir cette prestation d'accueil partagé de l'enfant. Vous voyez bien que les termes là aussi ne sont pas anodins, sans que son mari, conjoint, concubin, ne l'ait aussi. Et donc on voit bien là aussi la volonté absolue de refuser de prendre en compte ce qu'est la nature féminine. Et ça fait penser à ce que disait une féministe déjà en 1994, Christina Hoff Sommers, dans un livre qui s'appelle Who Stole Feminism, qui disait: nous pensons qu'aucune femme ne devrait avoir à faire le choix de rester au foyer. On ne devrait autoriser aucune femme à rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. La société doit être totalement différente. Les femmes ne doivent pas avoir cette option, car si cette option existe, trop d'entre elles la choisiront. Je fais cette citation pour vous introduire à ce que c'est que l'idéologie du genre. Quel est l'objectif de ces gens? Quel est l'objectif de ces gens? Eh bien, c'est ce qu'ils appelaient encore à l'époque, maintenant le terme a disparu, une égalité féministe radicale. Mais c'est en train de sortir complètement parce que les LGBT n'aiment pas le terme de féminisme. Alors voilà ce qui est dit. L'égalité féministe radicale signifie non seulement égalité devant la loi ou même satisfaction égale de nécessité de base, mais encore que les femmes, comme les hommes, n'aient pas à donner le jour. Vous avez bien entendu. Il faut que les femmes, comme les hommes, n'aient pas à donner le jour. Et vous avez d'autres citations qui vous disent: ce contre quoi nous nous battons, c'est notre but. Notre but, c'est d'en finir avec la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère. Nous voulons finir avec la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère. Autre citation: la suppression des familles biologiques fera disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. L'homosexualité masculine, le lesbianisme, les relations sexuelles extramatrimoniales ne devront plus être considérées de manière libérale comme des options alternatives hors du pouvoir de réglementation de l'État. Au lieu de cela, même les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité seront abandonnées. L'institution même des relations sexuelles, où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé, disparaîtra. L'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse, polymorphe. Que dit ce texte en fait? Ce texte dit tout simplement que désormais il faut refonder complètement les catégories de sexe. Alors à Pékin, on a entendu comme ça les représentantes à la conférence de l'ONU dire: il n'y a plus simplement 2 sexes, il y en a 5. Alors quels sont ces sexes? Je reprends toujours mon texte parce que parfois j'ai du mal à me souvenir des 5 sexes. C'est pas facile d'intégrer. Alors, il y a les femmes hétérosexuelles, les femmes homosexuelles, les hommes hétérosexuels, les homosexuels et les bisexuels. Attention, ce ne sont pas des modes, ce sont des sexes. On ne vous dit pas que c'est des modes, que c'est une pratique. On vous dit ce sont des sexes. Ne me parlez plus de sexe d'homme, ne me parlez plus de sexe de femme. Désormais, il y a 5 sexes différents. Et ce qui doit compter, ce sont ces 5 sexes. Parce qu'on va organiser toute la société en fonction de ce qu'ils sont. Je vais prendre une définition pour vous montrer jusqu'où ça va, donnée par Éric Fassin,
Alors peut-être Monique Wittig d'abord. Monique Wittig, elle était parlementaire au Parlement européen. Elle a publié un livre qui s'appelle Le corps lesbien, aux éditions de Minuit à Paris. Et que dit-elle? Elle dit la chose suivante. Elle dit « Je refuse d'être une femme et je nie avoir un vagin. Il faut détruire, je la cite, il faut détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories d'hommes et de femmes. Cette destruction s'impose parce qu'il n'y a pas de sexe, qu'il soit mâle ou femelle. C'est l'oppression de la société qui crée le sexe, et non l'inverse. » Éric Fassin. Alors on pourrait dire que certaines citations sont un petit peu anciennes, mais j'ai sous les yeux une citation d'Éric Fassin qui a publié avec Madame Margron un texte qui s'appelle Homme-femme, quelle différence aux éditions Salvador à Paris en 2011. Vous voyez, c'est pas vieux. Que nous dit-il? Il nous dit, écoutez, ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. L'hétérosexualité ne serait pas normale. Ça rejoint une phrase d'Elisabeth Badinter qui dans l'un et l'autre écrivait l'homosexualité est un passage vers l'hétérosexualité. Alors la première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai eu un moment de vertige en me disant, même avec ma formation de philosophe, j'ai du mal. Et en réalité, quand on l'apprend, quand on prend son ouvrage, on comprend que ce qu'elle est en train de dire, c'est avec l'homosexualité, nous allons détruire les repères. Et une fois que nous aurons détruit les repères, nous aurons simplement une hétérosexualité subjective, de volonté, qui n'aura plus aucun rapport avec la façon dont les gens sont dotés sur le plan génital. Et donc on choisira son attirance sexuelle pour tel ou tel, et on deviendra hétérosexuel par choix, non pas par fait. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a plus de sexe, ou il y a 5 sexes, puisque la sexualité doit être perverse et polymorphe, puisqu'on doit aller vers la diversité sexuelle de tous côtés. Eh bien, effectivement, à partir du moment où on a, avec le bélier de l'homosexualité, cassé les codes, on arrive à une subjectivité complète dans la société, et on arrivera finalement à cette société merveilleuse qu'ils appellent de leur vœu, où l'hétérosexualité sera subjective, on décidera d'être hétérosexuel, même si on va avec une autre femme alors qu'on est une femme. Je vais revenir sur ce point-là. En prenant tout simplement le Wiktionnaire. Le Wiktionnaire, vous savez, c'est l'équivalent un petit peu de Wikipédia, mais sur le plan de la définition des termes. Alors, je suis tombé sur cette définition de l'identité de genre, qui est la suivante. C'est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine, ou autre. Alors, ou autre. Indépendamment des caractéristiques biologiques, donc sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques. Donc peu importe ce que j'ai biologiquement, je choisis une identité, librement. Alors ceci notamment les productions hormonales et les organes sexuels, et indépendant également de l'orientation sexuelle. Donc il y a 3 éléments dans la définition. Premier élément, ce dont je suis doté sur le plan génital, hormones, etc. également. Deuxième élément, le sentiment d'identité que je peux avoir. Et troisième élément, mon orientation sexuelle. Et l'idéologie du genre consiste à dire tout ça, ça doit être une liberté absolue. Avec pour conséquence, vous allez sourire, je suis sûr, mais c'est terrible. Je suis un homme. Je décide d'avoir une identité féminine. C'est mon droit. D'ailleurs, dans des déclarations qui ont été faites devant l'ONU, il était dit de façon extrêmement claire que le choix de l'identité sexuelle était un droit fondamental. Le choix de l'identité sexuelle est un droit fondamental de l'ensemble des citoyens du monde. Donc, je suis un homme, je décide d'être une femme. Et je vais à ce moment-là avec une femme, parce que mon orientation sexuelle me pousse vers les femmes. Je suis lesbienne. Et oui, je suis lesbienne parce que mon identité féminine me pousse, avec mon orientation sexuelle, vers une autre femme. Donc j'ai bien 2 genres féminins qui se mettent ensemble. Ça paraît ahurissant, mais c'est exactement ce que vous avez entendu jusque-là, en disant que les catégories disparaîtront et qu'on aura une hétérosexualité totalement subjective. C'est-à-dire qu'on aura une sexualité complètement diverse, sans aucun rapport, sans aucun repère, et on choisira librement ce qu'on décide. Dans le domaine de la filiation, c'est un petit peu la même chose. Monsieur Héribon, qui avait écrit un dictionnaire des comportements gays et lesbiens, était au Sénat en septembre 2012, et il a déclaré « La filiation doit être une question de pure volonté. De pure volonté. Je décide d'être le père de cet enfant, je le suis. Je décide de ne pas l'être, je ne le suis pas.
Mais le fait que je l'ai engendré ou pas ne doit plus compter en aucune façon. Il n'y a aucun rapport entre l'engendrement naturel et la filiation. Et c'est pour ça que Caroline Mécari parle de suppression de la présomption de paternité. Et elle écrit dans la suite de son article, il faut revoir toute la filiation, il faut revoir toute l'adoption. Parce que ça doit être un libre choix. Ça doit être un libre choix. Alors, à quoi aboutit l'ensemble de cette théorie? Parce qu'on pourrait donner évidemment plein d'autres exemples. Et bien, elle aboutit tout simplement à l'idée que la différence que nous connaissons entre l'homme et la femme est définitivement oubliée. C'est ça le monde vers lequel nous devons aller. J'étais tout à l'heure, avant de venir à cette conférence, je suis allé écouter vos adversaires. Vous savez, c'est très instructif d'aller chez l'adversaire pour entendre ce qu'il a à dire. C'est d'ailleurs intéressant parce que je suis tombé sur des gens, il y avait la représentante d'SOS Homophobie, deux docteurs en sciences humaines, entre guillemets, qui avaient travaillé sur les questions LGBT, et j'ai vu des gens qui étaient, je crois qu'ils étaient de bonne foi. Ils pensaient vraiment lutter simplement contre des insultes dont souffraient dans la cour de l'école certains enfants, etc. Mais en réalité, au fur et à mesure que la soirée s'est déroulée, enfin que l'après-midi s'est déroulé, j'ai vu arriver tout ce discours sur la diversité sexuelle. Avec l'idée qu'il fallait cesser de lutter contre les violences LGBT, contre les LGBT-phobies, comme on dit maintenant, mais qu'il fallait au contraire travailler à instaurer la diversité sexuelle, transsexualisme, changement de sexe, bisexualisme, etc. Et vous savez qu'il y a même une résolution du Conseil de l'Europe, la résolution 1728, qui dit que la bisexualité, c'est une forme de sexualité comme les autres. Le Conseil de l'Europe, c'est quand même un organisme supranational auquel nous sommes soumis par le biais de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, vraiment, nous sommes face à un projet qui consiste à effacer totalement ces repères. Et je n'hésite pas, je vais y venir dans un instant, je n'hésite pas à dire que c'est là que nous voyons apparaître la menace pour l'humanité tout entière. Parce que c'est un changement radical de société, même pas de société, de civilisation, même pas de civilisation. C'est l'abolition de toute référence à la nature pour un choix purement subjectif de l'homme qui décide, grâce au progrès notamment scientifique, de se faire comme il décide d'être. Et le fond de tout cela, dans certains cas, on peut le pressentir. Parce que dans beaucoup de débats, on voit apparaître l'idée que c'est terrible, par exemple, qu'une femme soit obligée de s'arrêter de travailler ou qu'elle décide de s'arrêter de travailler parce qu'elle a un enfant. Comment se fait-il que la femme, à cause de la grossesse, soit obligée d'interrompre son travail? Avec le fait qu'elle va avancer moins vite, peut-être, que l'homme qui est également dans la même société. Et donc il y a un sentiment de révolte, là aussi je reviendrai dans un instant, sur cette différence de traitement, mais qui correspond simplement à la nature de l'homme. Et alors l'idée de l'idéologie de genre, c'est de dire, mettons à bas cette inégalité monstrueuse, mettons à bas cette violation de la dignité de la femme, faisons en sorte que désormais les femmes soient libérées de cette suggestion monstrueuse qu'est la grossesse et l'enfantement. Et grâce aux techniques, grâce à la GPA, grâce à la PMA, elles pourront avoir des enfants sans avoir plus jamais de grossesse. Et il y aura une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Et c'est là qu'on aura cette possibilité de société totalement perverse et polymorphe sur le plan de la sexualité. Avant de développer tout ça, je voudrais vous dire également concrètement devant quoi nous sommes. Parce que ce discours peut apparaître un peu théorique. Alors je vous ai déjà donné 3 exemples sur les modifications des textes, mais je vais vous donner d'autres éléments. Alors pour ça, c'est un petit élément juste anecdotique. Ceci, c'est une affiche que j'ai vue il y a quelques années. J'avais fait une de mes premières conférences à partir de là. C'est une affiche qui était placardée sur un mur. On voit un petit bébé, on voit écrit « présumé hétérosexuel ». C'est-à-dire que quand un bébé naît, il est présumé hétérosexuel. Mais il ne l'est pas, nous disent ces gens-là. Il ne l'est pas. C'est à lui de choisir ce qu'il décidera d'être. Il choisira librement l'un des 5 sexes. Et donc il est présumé. Alors ça, c'était placardé sur les affiches des villes par quelques groupes minoritaires. C'est l'affiche officielle du gouvernement français pour la journée de lutte contre l'homophobie de mars dernier. C'est l'affiche officielle de votre gouvernement. C'est l'affiche officielle de votre nation, de votre État, de votre société. C'est pas dans le vide. C'est vous. C'est votre argent. C'est vous. Deuxième exemple, dans l'Express. L'Express du 16 mars 2013. C'est une coupure de presse qui m'a beaucoup frappé. On apprend que tous les ministres suivent un stage sur l'identité de genre. Alors ce stage est organisé par Madame Caroline de Haas, H2AS.
Et cette dame, en fait, elle s'est fait connaître parce qu'elle a fondé une association qui s'appelle Oser le clitoris. Et donc, voilà la personne que le gouvernement, avec les fonds publics, charge de former les ministres. Et ça les a beaucoup intéressés. Manuel Valls, par exemple, nous dit-on, a demandé que son administration tout entière bénéficie du même stage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même certains qui sont, il y en a deux au moins, qui ont fait preuve d'une certaine réticence. Alors Pierre Moscovici, par exemple, c'est tout à son honneur, hein, n'a pas caché à Bercy l'ennui que suscitait en lui l'exercice. C'est un bon point pour lui. Mais François Lamy, dont on parle comme futur Premier ministre de la France, dit la seconde partie du stage est intéressante, ça laisse un peu perplexe. C'est une partie où on vous explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Donc voilà à quoi s'occupent nos ministres. Ils font des stages où on leur explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. J'ai parlé tout à l'heure du programme du gouvernement d'octobre 2012. Alors ce programme d'octobre 2012, en fait, il va encadrer la totalité de l'action dans la société, de l'action du gouvernement. Je vais vous donner des exemples. Désormais, tous les inspecteurs du travail recevront une formation et intégreront dans leur évaluation des entreprises l'idéologie de genre. Donc ils regarderont dans les entreprises si l'idéologie du genre est bien mise en œuvre. Dans la fonction publique, une charte sera créée qui intégrera l'idéologie du genre, qui fera partie intégrante de la charte de la fonction publique qui s'imposera à tous les fonctionnaires. Dans les maisons de retraite, ça c'est quand même incroyable. Dans les maisons de retraite, on va former les personnels et l'identité de genre. Parce qu'ils vont peut-être tomber sur une personne qui a 80 ans va s'apercevoir brusquement qu'elle croyait être un homme alors que c'est pas le cas. Qu'elle était peut-être une femme depuis le début. Vous imaginez le choc. Les médecins, les infirmières recevront tous une formation sur l'identité de genre. On va mettre en place une nouvelle législation sur la sécurité sociale et les numéros de sécurité sociale. C'est-à-dire que désormais, on va effacer progressivement le 1 et le 2. C'est horrible d'avoir un 2. Alors, on pense à un 3 pour avoir un neutre. Mais vous vous rendez compte qu'on va dépenser des dizaines de millions d'euros pour mettre en place une telle réforme, de façon à ce qu'il n'y ait plus de différence dans les numéros de sécurité sociale entre les hommes et les femmes. On va supprimer l'obligation pour les transsexuels de subir d'abord une opération. C'est-à-dire qu'on va imposer la possibilité qu'il suffira d'aller faire une déclaration en demandant à changer de sexe pour que ce soit acté et qu'on reçoive un numéro de sécurité sociale provisoire et une carte d'identité actant le nouveau genre, c'est-à-dire le nouveau sexe qu'on a décidé d'embrasser. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a d'ailleurs rendu son avis. Elle devait le rendre. Elle l'a fait. Elle a rendu un avis disant oui, il faut que l'identité de genre irrigue désormais la totalité du droit national. Le ministère de la Culture sera chargé de valoriser l'action des LGBT dans tous les programmes audiovisuels. Tous les programmes audiovisuels. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas. Je regarde très rarement la télévision, mais hier soir j'ai regardé sur Antenne 2 un téléfilm policier qui était apparemment bien recommandé. Et effectivement, il y avait à un moment donné, et c'était pas anodin parce qu'il n'y avait pas de véritable complaisance, mais à un moment donné on voit un rapport sentimental entre deux femmes, mais présenté comme si ça allait de soi. Comme si ça allait absolument de soi. Et il n'y a même pas de mise en perspective, c'est pour ça que c'est presque encore plus pervers, c'est vraiment l'évidence. L'évidence. Ça va très loin parce que dans le projet de loi dont je vous ai parlé, vous avez un article 16 qui a été mis en place, et cet article 16, justement, accentue ce que je viens de dire en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et il y a un nouvel article donc, dans la loi qui réglemente la communication, télévision et radio. Je vous le cite. Donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille d'une part à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d'autre part à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes, ça c'est bien, et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière au programme des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse. Et vous avez un autre texte, je ne vais pas le citer, ce serait trop long, qui vous dit qu'effectivement il faut veiller à ce que dans toutes les émissions à destination de la jeunesse, on voit se mettre en place le caractère divers de la sexualité. On peut choisir vers qui on va.
les hommes, les femmes, les deux à la fois, peu importe. Donc c'est une volonté de faire en sorte que, par le biais de la télévision, de la radio, par le biais de tous les arts, on arrive effectivement à ce but. Et cet après-midi, c'était intéressant, l'un des intervenants, en faisant état de la progression de ces idées depuis une vingtaine d'années, a dit l'un des principaux alliés que nous avons eus, c'est le cinéma et la télévision. Nous avons bénéficié de people qui n'ont pas hésité à montrer leur coming out, comme ils disent, et nous avons vu dans toutes les émissions se multiplier les présentations visibles de relations sexuelles qui n'avaient plus rien à voir avec celles qu'on considérait comme acquises dans le passé. Alors, toujours dans le contrôle, ça ira loin, puisque on a prévu, toujours dans ce texte de loi, que les fournisseurs Internet d'accès, Orange, Bouygues, etc., devront désormais veiller spontanément à ce qu'il n'y ait pas, chez les gens qui utilisent leur réseau, de critiques et de haine vis-à-vis de l'idéologie du genre. C'est-à-dire qu'ils devront intervenir eux-mêmes sur les réseaux pour mettre fin à ce qu'ils estimeront être une atteinte à l'idéologie de genre. Jusqu'ici, ça n'existait que pour la discrimination raciale, la haine, l'appel contre une communauté, etc. Et ce projet de loi l'étend à tout ce qui concerne l'idéologie de genre et l'orientation sexuelle. Donc vous voyez l'encadrement complet dans lequel nous sommes, et c'est non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Parce que la France dit elle-même, par exemple, que dans le cadre des négociations sur la Convention européenne des droits de l'homme, on va ajouter un protocole, on ne signera le protocole que quand on aura ajouté l'identité de genre dans ce nouveau protocole, de façon à renforcer encore la pression. En 2011, a été signée ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Cette Convention d'Istanbul, qui avait un très bon objectif, c'était la lutte contre les violences domestiques dont souffraient les femmes. Et dans certains pays, tu sais qu'il y a à faire. Eh bien, cette convention est devenue progressivement une convention sur l'identité de genre. Et c'est un texte international qui n'a pas encore été ratifié par tous les États européens, mais qui s'imposera à nous au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Puisque les lois européennes l'emportent sur les lois françaises. J'ai également une citation qui est intéressante ici. Alors elle vient, cette fois-ci, des États-Unis, de M. Obama, sachant que les États-Unis sont à la pointe dans les institutions de ce programme. Et Obama écrit dans une interview, alors d'abord il compare la lutte contre l'identité de genre à la lutte des nazis contre les juifs. Il ne va pas par quatre chemins. C'est du même ordre, dit-il. C'est la même chose. Ça commence comme ça finit de la même manière. Donc il faut le prendre au sérieux, ce sont des menaces qui sont extrêmement concrètes. Et alors il ajoute, lorsque vous faites une discrimination sur la base du genre, ou de l'orientation sexuelle, vous violez la moralité de base qui, je pense, doit s'imposer à tous les États. Donc le fait de remettre en cause l'identité de genre, pour Obama, ça mérite y compris la guerre. Y compris la guerre. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les actions internationales des États-Unis ou de l'ONU, on échange de l'argent pour les programmes contre la mise en place de mesures qui vont soit dans le sens évidemment de l'avortement, de la contraception, etc., soit dans le sens de la promotion de l'identité de genre. Et pas plus tard que dans ces jours-ci, on va voir se discuter au Parlement européen une résolution dans laquelle on voit la chose suivante. Il faut évidemment lutter contre toutes les objections de conscience, on ne doit plus les admettre, demande le Parlement européen. Il faut inviter les États membres à garantir une éducation sexuelle obligatoire pour tous les enfants, y compris en dehors de l'école. Posez bien les mots quand même. Il faut instituer une éducation sexuelle pour tous les enfants, y compris en dehors de l'école. Pourquoi faire ? Eh bien, cette éducation sexuelle doit s'inscrire dans la perspective de genre, en incluant la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Elle doit dénoncer la discrimination basée sur le sexe et l'orientation sexuelle, ainsi que les obstacles structurels à l'égalité fondamentale. Donc vous voyez à quel point c'est prégnant. C'est pas quelque chose qui est loin, c'est en train de se mettre en place sous vos yeux. Sous vos yeux. Et je terminerai toujours pour vous donner un sentiment de bonheur intense, en parlant de cette concrétisation à l'école, puisque dans le programme évidemment on nous dit que à l'école, dès l'école primaire, il faudra mettre en place cette idéologie du genre. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui évidemment n'y va pas par quatre chemins. Je vous lis ce qu'il écrivait dans un ouvrage qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». Un ouvrage écrit en 2008, publié aux éditions du Seuil. Il écrit la chose suivante. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français.
1789, l'année sans pareil, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau, l'engendrement d'un homme nouveau. La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. Elle implique l'oubli total de ce qui la précède. Et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, sa nouvelle table de la loi. Et le 2 septembre dernier, dans le journal du dimanche, c'est tout récent, il répond à une journaliste, Adeline Fleury, en lui disant « Le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. » Et religieux, bien sûr. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, on a déjà des documents. Vous voyez, ici, j'ai ce texte-là, qui est diffusé dans toutes les écoles par le principal syndicat d'enseignants, et qui propose de donner des outils pédagogiques aux enfants dès l'école primaire et dès les toutes plus petites classes. Alors par exemple, vous avez entendu, je crois, parler de Papa porte une robe. C'est l'histoire d'un boxeur qui prend un mauvais coup, il est obligé de se recycler, donc il se transforme en danseur étoile. Alors je ne sais pas si c'était une belle étoile, mais en tout cas c'est un danseur classique. Et donc l'histoire raconte à quel point son petit garçon est ravi en disant « Mon papa est super en tant que danseuse ». Après, vous avez d'autres éléments, comme par exemple les petites filles d'une école à Dijon, à qui on dit qu'elles vont faire un petit carnaval, elles vont défiler dans les rues de leur ville avec des pancartes, et sur les pancartes, on leur a fait écrire, par exemple, « Nous voulons nous marier entre filles », en CE1. En CE1. Et les théoriciens de ce genre de matériaux pédagogiques n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat. J'ai ici une dénommée Nicole Mosconi, professeure émérite des sciences de l'éducation, qui vous explique la chose suivante. L'homosexualité est une façon ordinaire, bien que minoritaire, d'être un être humain. L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité, c'est une norme historiquement créée par la société et à transformer désormais pour accueillir toutes les formes de sexualité. La sexualité n'a pas pour unique fin la procréation mais aussi le plaisir. De ce point de vue, la loi sur le mariage pour tous représente une évolution des normes salutaires. C'est dans un document syndical qu'on utilise aujourd'hui dans les écoles de vos enfants. Je vous donne un autre exemple. Alors, plusieurs exemples. On peut prendre, par exemple, mais qui est celui que Philomène aime? Ben non, c'est pas un petit garçon, c'est une petite fille qu'elle aime. On parle du baiser de la lune, bien sûr. Rémi est amoureux d'Hubert. Et en fait, vous avez tout au long de ce document uniquement des textes, des livres qui mettent en place des relations homosexuelles ou bisexuelles. Déjà pour les enfants. Et ce que proposent les théoriciens de ce document, c'est de veiller à ce que dans les centres de documentation de ces écoles, on retire tous les autres livres, qu'il n'y ait plus que des livres comme cela. Donc les énigmes Beaton, etc., c'est terminé. Si tant est qu'il y en ait encore. Et ça, c'est encore quelque chose de présent d'aujourd'hui. Oui, c'est une dictature. Bien sûr, c'est une dictature qui s'instaure. Nous sommes en face de l'instauration d'une dictature. C'est-à-dire que je n'hésite pas à dire que nos aînés ont eu à faire face au nazisme, ont eu à faire face au communisme. Nous sommes désormais en face d'une dictature et il va falloir que nous choisissions. Est-ce que nous restons muets ou est-ce que nous nous battons pour empêcher cette dictature? C'est un petit peu le choix que nous allons avoir désormais à assumer. Et ça ne va plus être dans les livres d'histoire, ça ne va plus être la bataille des Ardennes à la télévision. Ça va être vraiment notre présent, à nous, aujourd'hui. Et on parle de dictature, ça m'emmène simplement à la partie finale. Après, je répondrai volontiers à vos questions. Finalement, je parlais tout à l'heure de cette volonté de transformer complètement les choses. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les conséquences, à terme, vont venir vite. Plus vite qu'on ne le croit. Je lisais dans la presse récemment, vous l'avez peut-être lu aussi, qu'il existe en Inde une usine à bébés. Qu'est-ce que c'est qu'une usine à bébés? J'ai la coupure de presse ici sous les yeux. C'est une usine dans laquelle on a des centaines de femmes indiennes qui sont payées 5 000 $ pour porter un enfant pendant 9 mois, faire de la GPA, sachant que les couples occidentaux qui reçoivent cette prestation, eux, payent 30 000 $. Donc il y a quand même un gros bénéfice, évidemment, pour le créateur de ces entreprises philanthropiques à la clé. Et donc vous avez des centaines de femmes qui portent des bébés, et certaines d'entre elles en sont à leur 3e, 4e grossesse, ça fait des années que ça dure. Et à partir du moment où on va instaurer le mariage homosexuel de façon totale, on va parler des GMA, on l'a instauré, mais je veux dire de façon totale, avec la GPA, la PMA, ça va coûter beaucoup d'argent tout ça.
Vous voyez bien qu'à partir du moment où on dit aux femmes, vous devez vous affranchir de la suggestion de la grossesse, vous affranchir de l'enfant, vous ne devez plus vous occuper des enfants en tant que tels, ou en tout cas que votre conjoint, votre mari, votre compagnon, votre copain fasse la même chose que vous. Eh bien, à partir du moment où on va vouloir convaincre les femmes de ceci, il va bien falloir multiplier toutes ces possibilités techniques de s'affranchir de cette suggestion. Ça va coûter extrêmement cher. Il arrivera un moment, je vous le garantis, où l'État dira aux femmes qui veulent avoir un bébé naturellement, faites-le si vous voulez, mais moi je ne vous aide plus. Parce que j'ai beaucoup d'argent dépensé pour la PMA et la GPA, et vous, qu'êtes-vous en train de faire en ayant votre bébé naturellement? C'est horrible. Vous êtes en train d'accepter une suggestion monstrueuse qui nie votre liberté. Vous êtes en train d'abdiquer votre dignité d'être humain. À partir du moment où en tant que femme vous acceptez d'avoir un enfant naturellement, vous êtes abject. Vous êtes une personne abjecte, alors que vous le fassiez dans votre coin, oui, mais ne comptez pas sur l'État pour payer. Parce que j'ai des femmes à libérer pendant ce temps. J'ai des femmes qui veulent devenir de vrais êtres humains et qui, elles, ont besoin de mon argent. Donc je ne peux pas le donner à tout le monde. Alors quand je dis ça, il y a un mouvement de recul en disant, là quand même, notre conférencier va un peu loin. Et je n'hésite pas à donner un exemple concret. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques temps, ça date maintenant d'il y a quelques mois, des assistantes sexuelles. Et je n'hésite jamais à rappeler cet exemple parce qu'il est extraordinairement frappant. Il s'agissait de savoir, dans ce débat qui a duré une journée entière sur France Info, est-ce qu'on peut faire de ces femmes, de ces hommes, qui vont donner un plaisir mécanique à des handicapés, un plaisir purement mécanique à des handicapés, est-ce qu'on peut faire de ces femmes et de ces hommes des agents du service public? Est-ce qu'il faut désormais qu'ils soient payés comme des fonctionnaires pour aller donner du plaisir mécaniquement à un homme ou à une femme handicapée? Et vous aviez plein de gens qui disaient, mais oui, parce que le droit au plaisir sexuel, c'est un droit fondamental. Donc si un handicapé ne peut plus faire autrement qu'avoir recours à une assistante sexuelle, eh bien il faut la lui donner. Et c'est un service public qu'on offre. Il y a 30 ans, on aurait dit ça. Personne n'aurait pris ça au sérieux. Ça aurait paru absolument ahurissant. Et bien on en est là. Aujourd'hui, on débat sur la possibilité de faire de ces services d'assistance sexuelle un service public. Donc ça va venir beaucoup plus vite qu'on le croit. L'évolution des mentalités, elle est exponentiellement rapide. Les enfants sont devant leur ordinateur, devant leur télévision, 4 heures par jour en moyenne. Ils regardent Plus belle la vie, c'est comme ça que... Et immédiatement, en Plus belle la vie, on vous met toute cette situation en place. Et donc, ils grandissent dans cet état d'esprit, d'ores et déjà maintenant. Et quand ils arrivent à l'âge de 16-17 ans, on les regarde, on leur pose une question. Si vous avez un air un petit peu négatif vis-à-vis de ces avancées, ils vous regardent avec un œil un petit peu inquiet, parce qu'ils ont déjà été structurés. Alors après, ils vont peut-être réagir, ils vont peut-être réfléchir, mais peut-être pas. En tout cas, on va avoir de plus en plus de mal à vaincre cette espèce de conformation, cette espèce de robotisation des enfants, parce qu'ils seront pris en charge par l'école dès l'âge de 2 ans, dès l'âge de 3 ans, pris en charge par des éducateurs, par SOS homophobie, par le planning familial, qui lors de la réunion de cet après-midi disait qu'ils allaient désormais se mettre également sur la diversité sexuelle. Et donc on va avoir véritablement une évolution des mentalités qui va se faire à toute vitesse. Et on retombe là sur l'idéologie et le totalitarisme. On retombe sur des fondements comme ceux de Rousseau. Que dit Rousseau? Rousseau, dans un de ses essais qui s'appelle « De l'origine de l'inégalité », écrit « Ce dont je vais vous parler, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Je ne vous parle pas de l'homme qui existe, je vous parle de l'homme tel que je le veux, tel que je voudrais qu'il soit. » Et il décrit l'homme dans un état de nature complètement inventé, en disant « Voilà, il fait ceci, il fait cela, il invente. » Et une fois qu'il a inventé, il tire de cette invention des règles appliquées à la société, en disant « L'homme que j'ai inventé, c'est l'homme idéal. Donc si je veux une bonne société, il faut que cette société applique ce qui permettra d'arriver à cet homme idéal. » C'est pareil pour l'idéologie du genre. On n'a jamais vu ce qui est aujourd'hui décrit comme étant quelque chose de normal, de nécessaire pour les LGBT, à savoir cette diversité, cette absence complète de différenciation des sexes. Ce qu'on a vu, c'est depuis toujours des hommes et des femmes ensemble qui font des enfants. Toujours. Alors ils nous disent, oui, mais c'est la société qui donne les stéréotypes d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas la société, on aurait une indifférenciation complète. Mais est-ce qu'on l'a vu? Non, jamais, nulle part. Donc on est exactement dans le raisonnement de Rousseau. Je n'ai jamais vu cet homme, mais je considère que c'est la société qui l'a perverti et qui fait qu'on en est là où on est maintenant, et je vais donc changer la société pour retrouver cet homme nouveau, dont je ne sais jamais s'il a existé, mais je pars du principe qu'il a existé. Donc ça n'a rien à voir avec la science. Vous voyez que c'est un pur présupposé, même pas philosophique, c'est un présupposé émotif, purement et simplement.
Et on veut imposer ce présupposé émotif à toute une société, y compris par la force de la loi, parce que les citoyens ne s'en rendent pas compte et ne sont pas suffisamment avertis. Donc nous sommes devant cette menace, qui est une menace philosophique de première ampleur, une menace totalitaire. Je n'hésite pas à dire que, avec cette théorie, on justifie le nazisme sans aucune hésitation. Qu'est-ce que c'est qu'un nazi? C'est une personne qui dit, moi j'estime que l'homme idéal, il est comme ça, il est grand, il a des yeux bleus, il est blond, les yeux verts, ou bleu, peu importe. Il est blond, c'est un arien, etc. Voilà, ça c'est l'homme idéal, et puis on va faire en sorte que tout le monde ressemble à ça, sinon on tue les autres. Hein, je schématise, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. C'est un projet que j'appelle culturel. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que l'homme idéal c'était ça. Et à partir de là, tout ce qui ne va pas dans le sens de cet homme idéal est passé par les armes. Même chose avec le communisme soviétique. On crée un homme idéal de la lutte des classes et on fait en sorte que la société se plie à cet homme idéal, jusqu'à ce que la société en crève. Qu'au bout de 70 ans, exsangue, elle en soit réduite à mourir ou à sortir du piège. Mais ça fait rien, on l'impose par la force jusqu'au bout. Ben, c'est exactement pareil. Alors on va dire, oui mais attendez, dans le nazisme, dans le communisme, il y a des morts, tandis que là, il n'y a pas de morts. Ben, prenez l'exemple du projet parental pour l'avortement. Quand on dit on peut avorter librement parce qu'il n'y a pas de projet parental pour l'enfant, on est en train de dire, mon projet culturel sur l'enfant me permet de déterminer le droit de vie et de mort sur lui. On ne s'interroge plus sur le fait de savoir si l'enfant existe dès la conception. On dit, peu importe, je n'ai pas de projet parental sur l'enfant, donc il n'a pas droit à l'existence. C'est exactement le même raisonnement. Je mets en place un projet culturel et je l'applique par la force. Et je crée un totalitarisme absolu. Et dernière remarque, à partir du moment où chacun a son projet culturel, lequel est le meilleur ? Si on n'est plus fondé sur la nature, sur l'observation de la nature, si on regarde d'abord comment les choses sont faites, si on n'étudie pas avec la science comment les choses se présentent de façon sérieuse, il y a projet culturel, que le plus fort gagne. Qui a le plus de chars? Qui a le plus d'avions? Qui a le plus de bombes? Et c'est celui qui aura le plus d'avions, le plus de bombes, le plus de chars, qui l'emportera dans ce magnifique projet pour l'humanité. Je vais quand même terminer par quelques notes plus positives, avant de répondre à vos questions. Je suis désolé, mais que faire? Que faire? Alors, les notes positives pour terminer. D'abord, ne pas se décourager. Non, mais je suis sincère quand je dis ça, parce que j'ai parlé des succès qu'on avait enregistrés tout à l'heure, mais d'abord, aujourd'hui, il y a d'autres succès qu'on voit, qu'on constate. D'abord, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est désormais perdue, définitivement pour le gouvernement en place. Vous savez que la jeunesse a toujours été le lieu privilégié d'influence des gouvernants, et surtout des gouvernements dits de gauche, et c'était des proies faciles. Cette jeunesse, elle est pour beaucoup perdue. Parce qu'on aura eu des dizaines et presque des centaines de milliers de jeunes gens, filles, garçons, qui sont descendus dans la rue, qui lancent des actions, et eux, on ne leur racontera plus de sornettes. Ils sont de mieux en mieux informés sur ce qui est en place. Donc eux, on ne pourra plus les avoir. C'est une jeunesse qui est perdue pour donc ses adversaires. Et c'est pour ça qu'on a assisté à des choses qui étaient impensables il y a quelques années. Tel ministre va dans une faculté, et dans cette faculté, il se fait chahuter par une magnifique bronca, il est obligé de partir sans pouvoir finir son discours. Ça n'arrivait que de l'autre côté avant. Et désormais, ils ont peur d'aller faire des discours dans les facultés, parce que ça se passe mal. Nous avons par ailleurs identifié l'ennemi, je l'ai dit, je n'insiste pas, et nous n'avons pas encore de traduction législative du genre à l'école. Alors je disais, ça je l'ai écrit il y a 3 semaines, c'était avant que le projet de loi du Sénat sorte, parce que le projet du Sénat va peut-être arriver à cette conséquence. Mais l'année dernière, en raison des manifestations, M. Peillon a repoussé la date d'adoption de son amendement sur l'idéologie de genre à l'école. Il l'a retiré. Ça, c'est la pression de la rue. Et tant qu'il n'y a pas d'éléments législatifs en place, eh bien, nous avons une arme beaucoup plus efficace pour nous battre, parce que nous pouvons obtenir l'annulation de décrets, l'annulation d'arrêtés, parce que si la loi n'existe pas, on peut confronter directement les décrets à des normes supérieures, y compris de droit international. Donc ça c'est très important. Ensuite, nous avons bien saisi la réalité du danger, et nous pouvons désormais l'expliquer. Je veux dire par là que si vous expliquez ce que vous venez d'entendre ce soir, avec des citations qui sont absolument incontestables, lorsque mes vidéos ont commencé à apparaître sur Internet, il y a eu des gens qui sont intervenus en disant c'est scandaleux, ce monsieur dit n'importe quoi, qui nous donne les références, ça n'existe pas, et puis j'ai donné toutes les références au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on a vu les commentaires négatifs se raréfier. J'ai même renvoyé sur mon site où elles y sont toutes, ou quasiment toutes.
Donc nous avons des éléments absolument incontestables, nous avons une idée qui est désormais claire, et à partir de là nous pouvons gagner. Parce que face à des mensonges et à des aberrations, quand vous avez une vérité bien articulée, vous l'emportez. Vous l'emportez. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Pour reprendre une parole célèbre, hein, une parole de vérité fait crouler des tonnes de mensonges. Ça c'est capital. Alors cela dit, il faut que nous soyons très clairs sur notre combat. Ne menons pas des combats secondaires. J'aurais tendance à dire que se braquer sur la filiation et simplement sur l'abrogation de la loi Taubira, c'est un sous-objectif. Ça ne suffit pas, parce qu'on est déjà dans les conséquences là. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en cause la pénétration de l'idéologie du genre dans la société, et il faut attaquer nos ennemis sur leur propre terrain. Il faut venir mettre le feu chez eux. Alors, ça se fait déjà dans certains cas, on met en place des comités de vigilance sur le gender, c'est formidable, et on me disait ce soir lors de cet après-midi que ça commençait déjà à poser des problèmes dans les écoles. Donc dès qu'on résiste, il y a quelque chose qui se produit. Et là, c'est ce que nous devons faire, mais nous devons nous placer sur la question des principes. C'est-à-dire que nous devons dire, nous, c'est un homme, une femme. Vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez, nous, c'est un homme, une femme. Vos histoires d'homosexualité, ça ne nous intéresse même pas en quelque sorte. On passe au-dessus. C'est pour ça que dans ces conférences, souvent des gens me disent « Mais est-ce qu'on ne vous accuse pas d'homophobie ?» Mais si vous regardez bien ce que je dis depuis le départ, il n'y a rien dans mes propos qui soit dirigé en tant que tel contre l'homosexualité. J'en ai même pas besoin. C'est pas que je ne pose pas la question, c'est que nous sommes au-dessus. L'homosexualité a été un point d'entrée, nous sommes au-dessus de ce point d'entrée. Et nous pouvons désormais avoir un cap très clair qui est de réclamer la reconnaissance de ce que l'homme et la femme sont à la base de la société. Alors nous allons nous heurter à des gens parce que là c'est concept contre concept, philosophie contre philosophie. Nous, elle est fondée sur la nature, elle est objective, mais eux ne vont pas l'admettre. Donc là, oui, il faudra peut-être redescendre dans la rue. Mais redescendre dans la rue pour dire, nous exigeons la renaissance constitutionnelle, je lis parce que c'est pas évident à rédiger, la reconnaissance constitutionnelle de la différence naturelle entre l'homme et la femme, et la nécessité que le principe d'égalité prenne en compte cette différence naturelle, au premier chef de laquelle la faculté de procréation avec ses conséquences matérielles. Et deuxième chose que nous devons exiger, la reconnaissance constitutionnelle du droit de penser et de dire que l'hétérosexualité n'est pas un produit culturel, mais une expression de la nature, et exiger également le droit d'éduquer ses enfants dans cette constatation, en excluant bien sûr les actes malveillants qui sont des actes homophobes au sens strict du terme. Et cela, à ce moment-là, ça nous donne, si nous descendons dans la rue, que nous obtenons, mais c'est par la force de la rue que nous pouvons l'obtenir. C'est par la force de la rue. La force pacifique, mais par la force de la rue. Là, nous sommes vraiment au-dessus des objectifs secondaires qui ne nous conduiront pas suffisamment loin. Et nous avons vraiment la possibilité de mobiliser les gens autour de nous, parce que quand ils ont compris, quand ils ont entendu tout ce que je vous ai dit ce soir, eh bien, certains d'entre eux, je le constate, sont pris d'une rage, d'une véritable rage. En disant, on veut nous enlever la différence entre l'homme et la femme, écoutez, on me passera sur le corps. Eh bien, il faut que nous soyons là, au milieu, et qu'on nous passe sur le corps si on veut biffer toute différence entre l'homme et la femme. Merci. Merci beaucoup. Alors avant de passer la parole pour des questions, je voudrais donner la parole quelques instants à Madame Pivet, qui est la représentante de Vigigender, pour parler des actions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà une des actions qu'on peut faire. Le collectif Famille 94 a accepté d'être le correspondant de Vigigender au niveau du Val-de-Marne, et donc on va vous expliquer quelle est cette initiative. Bonsoir à tous. Je n'avais pas prévu de parler, donc je vais... Donc le plan Vigigender a été lancé début septembre, vous le savez sans doute, par la Manif pour tous, mais ça va être un plan à part entière avec son logo propre. Et l'idée de cette initiative, c'est deux choses. Informer les personnes, comme vous le faites, M. Patrice André, mais informer, démultiplier la formation. C'est-à-dire qu'on est tous capables, ici, de parler du gender autour de nous, à notre boulangère, à notre fromager, à tout le monde, à nos familles, à nos amis. Et il faut vraiment qu'on ait des outils simples, et c'est pas facile parce que c'est quand même complexe, des outils simples, on est en train d'y travailler, pour que chacun puisse faire des réunions chez soi, voilà. Donc informer les gens. Et ça peut passer notamment par le deuxième volet de ce plan, qui est la création de comités de vigilance dans toutes les écoles françaises. C'est évidemment
très ambitieux, on n'y arrivera sans doute pas, mais que les parents soient vigilants dans les écoles. Ça veut dire quoi? Ils se regroupent à plusieurs, 5, 10, 15, et ils vont voir les associations de parents d'élèves, les directeurs, les enseignants, en disant on veut savoir ce qui est dit à nos enfants en termes d'éducation. Nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants, nous avons le droit de savoir. Donc, qu'on nous présente tous les programmes, en particulier la BCD d'égalité qui va être expérimentée sur nos enfants, dans 10 académies, donc 500 écoles, à partir du 1er novembre. C'est une expérimentation, dans le Val-de-Marne, à Créteil. Les parents ne sont pas au courant. C'est pas normal. Donc la première chose à faire, c'est de demander à ce qu'il y ait des réunions dans chaque école et que ce programme soit présenté aux parents. C'est aussi simple que cela. On n'est pas dans l'opposition, on est vigilant, on a le droit de savoir. Et ensuite, si on n'est pas d'accord, c'est là qu'on verra ce qu'il faut faire pour les parents. On a le droit de dire non. Après, il faudra voir comment concrètement on fait pour s'opposer. Alors, je vais poser la première question, c'est toujours la plus difficile. Justement, pour faire suite à cette intervention, sur quel fondement les parents peuvent s'opposer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une objection de conscience pour les parents? Est-ce que les parents peuvent s'opposer à ce qui est enseigné à leurs enfants et ce qui fait partie d'un programme pédagogique? Je sais qu'en Allemagne, il y a eu un certain nombre de parents qui ont été, on va dire, emprisonnés, je crois, traînés devant la justice parce qu'ils s'étaient opposés. Qu'en est-il en France? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, l'idéologie de genre n'a pas de traduction à l'école sur le plan législatif. C'est-à-dire que dans l'application concrète, nos adversaires sont en retard sur ce qu'ils avaient prévu. Donc nous pouvons attaquer les décisions à la fois générales, décrets, arrêtés, circulaires, comme je le disais tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a actuellement 4 recours devant le Conseil d'État dirigés contre les décrets d'application et les textes d'application de la loi Taubira. Et puis nous pouvons également attaquer les décisions des directeurs d'école, lorsqu'ils obligent les parents à amener leurs enfants pour suivre un enseignement qui ne fait pas partie officiellement de ce qui est obligatoire en temps normal pour des enfants. Donc ça c'est important. Combien de temps cela durera-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque je ne sais pas quel sera l'avenir des textes qui sont actuellement en gestation. Mais nous pouvons déjà faire ça, et de toute façon. Si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne, le combat juridique a été perdu. Le Conseil constitutionnel a refusé l'idée de liberté de conscience, d'objection de conscience, mais le gouvernement socialiste a été à un moment donné obligé de faire complètement marche arrière, parce qu'il arrivait que dans certains cas, il y ait des milliers d'élèves en même temps qui sont en objection de conscience. Et ça demande une coordination, mais cette coordination, nous l'avons. Nous l'avons vu au cours des manifestations. Donc si à un moment déterminé, vous avez des milliers d'enfants qui boycottent un cours sur l'identité de genre, oui, c'est, même en admettant que la loi soit passée, même en admettant que ce soit délicat sur le plan juridique, ça devient très compliqué pour le gouvernement de l'implémenter par la force. C'est un petit peu le même problème que pour celui des maires. Lorsque 2 maires isolés disent non, ça ne donne rien. Mais si vous aviez 15 000 ou 20 000 maires qui disent non en même temps, est-ce que vous allez mettre 20 000 maires en prison? Ça n'a aucun sens. Il y a un moment où la résistance en tant que telle suffit pour arrêter. Donc cette vigilance, effectivement, elle est extrêmement importante. L'information à elle seule déjà peut suffire à gagner des gens de l'autre côté. Moi j'ai fait des conférences avec des adjoints socialistes qui étaient venus pour apporter la contradiction. Ils sont repartis avec des tracts de la Manif pour tous. Donc si vous voulez, il ne faut pas partir du principe que, y compris ceux qui sont de l'autre côté, sont des ennemis pour tous. Oui, vous en avez certains qui sont décidés, mais vous en avez plein qui ne sont pas au courant. Vous avez des directeurs d'école qui appliquent les directives de l'éducation nationale parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Si on arrive à les informer, à leur faire comprendre de quoi il s'agit, on peut en faire des nôtres. L'idée c'est ça, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes qui aujourd'hui n'est pas au courant, qui n'est pas mobilisé, qui ne se rend pas compte, qui est plutôt de l'autre côté, nous rejoignent parce qu'on est sur un terrain qui est un terrain beaucoup plus solide. La différence entre l'homme et la femme, au moins pour un certain temps, c'est quelque chose qui relève de l'évidence pour la majorité des personnes. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut faire. Je profite quand même de cette question pour vous dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure. C'est le risque du traité de Lisbonne, le risque que le traité de Lisbonne fait peser sur nous. C'est plus qu'un risque d'ailleurs, hein, c'est un danger énorme. Alors c'est le thème du livre que j'ai amené ici, puisque je l'ai écrit avec une préface de Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, en 2007. Ce qu'il faut savoir, parce que la plupart des gens ne le savent pas, c'est que le traité de Lisbonne, par exemple sur la question du mariage homosexuel,
pose déjà la possibilité d'un tel mariage et l'exige même en quelque sorte. Parce que la Charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur que le traité, dit dans un article « Tout citoyen a le droit de se marier », point. Il n'est plus question avec qui, ni comment. Tout citoyen a le droit de se marier. Autre article, on ne peut rien refuser à raison de l'orientation sexuelle à un citoyen de l'Union européenne. Donc si on ne peut rien refuser à un citoyen de l'Union européenne à raison de l'orientation sexuelle et que tout citoyen a le droit de se marier, vous mettez les deux articles ensemble, vous avez le mariage des personnes de même sexe. Or, le traité de Lisbonne a une autorité désormais supérieure à la Constitution française. C'est-à-dire que même si nous faisons un référendum, c'est pour vous dire à quel point la dictature est déjà là, même si nous faisons un référendum, que les Français par référendum adoptent une loi contraire au traité de Lisbonne, les juges français comme européens écarteront cette loi d'un revers de main. Parce que la Cour de l'Union européenne n'hésitera pas une seconde. Pour elle, la Constitution ne prévaut pas sur le droit européen, c'est solennellement affirmé, le droit européen est plus élevé. Et donc ce qu'il nous faut, je vous lis ma pensée telle quelle, ce qu'il nous faut, la première priorité sur le plan institutionnel dans les mois qui viennent, il y a des élections européennes, il faut y penser, c'est mettre en cause le traité de Lisbonne. Et je vais vous donner un argument clé, qui malheureusement est absolument imparable et que les responsables politiques ne veulent pas prendre en compte, parce que ce serait peut-être un tohu énorme. Ce traité de Lisbonne, en réalité, il ne devrait pas être appliqué. Pourquoi? Et même si vous n'êtes pas juriste, vous allez comprendre très aisément. Un traité de l'Union européenne suppose que tous les États signent à la virgule près le même texte. À la virgule près, le texte signé par tous les États de l'Union européenne doit être le même. En 2007, les États ont ratifié le traité de Lisbonne, sauf un, l'Irlande. On a négocié pendant 2 ans avec l'Irlande. Pourquoi un? Parce que c'était le seul État dans lequel on n'a pas le droit de faire des ratifications parlementaires comme en France. Vous savez qu'en France, on a fait un référendum en 2005, les Français ont dit non, et on a repris le même texte, à la virgule près, et on l'a fait adopter par le Parlement 2 ans après. Ça, vous trouverez démontré de façon absolue dans mon ouvrage. Et donc l'Irlande, on ne pouvait pas faire ça parce qu'il fallait absolument passer par la Constitution. Donc on a négocié pendant 2 ans avec l'Irlande, et au bout de 2 ans, l'Irlande a dit oui, le 4 octobre 2009, à 56% de voix. Oui, mais elle n'a pas dit oui au même texte. Il y avait 3 différences fondamentales. Première différence, il y aurait un représentant irlandais à la Commission tout le temps, alors que nous n'aurons pas tout le temps des représentants à la Commission. Deuxième différence, neutralité en matière fiscale. Deuxième différence, neutralité du traité européen en matière de défense. Troisième différence. 3 points extrêmement importants. Donc une fois que l'Irlande a accepté ce texte, il fallait que tous les États de l'Union européenne ratifient ce nouveau texte. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un traité qui n'a pas été ratifié dans les mêmes termes par tous les États. Et donc, le fait d'appliquer aujourd'hui le traité de Lisbonne, de nous faire voter aux élections européennes sur la base du traité de Lisbonne, c'est une forfaiture. C'est une forfaiture juridique sans précédent dans l'histoire constitutionnelle de la France. Cet argument est d'une simplicité biblique, il est imparable, et je vous le dis avec mon expérience de président de tribunal, puisqu'il y a encore 15 jours, j'étais président de tribunal et que j'en ai démissionné purement et simplement pour continuer le combat que je mène aujourd'hui devant vous. Il y a des questions pour M. André. Bernard. Monsieur André, merci pour tous ces éclairages. Je reviens sur ce que vous avez dit à propos de la citation de Rousseau. Puisque, effectivement, c'est quelqu'un qui prend une idéologie et puis qui ensuite essaie de l'appliquer par la force. Mais il semble qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus au niveau mondial pour imposer cette idéologie du genre. Et non pas plusieurs idéologies qui viendraient se combattre les unes les autres. Pourquoi ? Oui, vous avez raison, mais ça ne change rien au problème de fond qui est que les peuples sont tenus à l'écart. C'est-à-dire que dans les institutions internationales, depuis maintenant 30 ans, l'idéologie du genre fait son chemin régulièrement. C'est devenu visible en 1995 avec la conférence sur les droits de la femme de Pékin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il avait fallu l'intervention du Vatican et des États musulmans pour mettre un coup d'arrêt. Mais depuis, cette idéologie continue à progresser. Et les milieux LGBT ont vraiment infiltré tous les rouages internationaux. Après une conférence que j'avais donnée à Genève, un des membres de l'assistance est venu me voir en me disant, vous savez, moi je travaille dans un bureau de l'ONU, je peux vous dire que l'idéologie du genre, on est constamment obligé de s'en occuper. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de central dans leur travail. Alors c'est vrai que
c'est quelque chose qui se fait au plan international et non pas directement pendant les années qui ont précédé au plan local, mais maintenant c'est le cas. Donc on est bien dans une idéologie qui est mise en place par une minorité et qui est imposée par la force du droit international à tous les États. Donc on retrouve le phénomène que je reprochais à Jean-Jacques Rousseau. Alors là aussi, je parlais de Jean-Jacques Rousseau, on a un devoir de culture, non mais de démystification. On nous parle des philosophes des Lumières, de Rousseau, de Voltaire. Vous savez que vous avez des citations de Voltaire en matière d'antisémitisme. Vous les diriez aujourd'hui, vous iriez en prison instantanément. Il faudrait quand même les ressentir, ces citations, puisque c'est un argument qui est souvent mis en avant pour diaboliser. Prenez Rousseau. Qui sait que Rousseau est exhibitionniste? Il se montrer aux petites jeunes femmes de pensionnat et puis il ouvrait son manteau, comme certains l'ont fait dans le métro il y a quelques années. Et il a été, à un moment donné, sur le point de se faire châtrer par des paysans qu'il avait pris sur le fait. Et c'est en se jetant à leurs pieds à genoux et en les priant et en sanglotant qu'il a obtenu qu'ils ne châtraient pas. Et à partir de là, il a renoncé à faire ce type de choses. Enfin, je suis désolé, mais quand vous avez un grand philosophe qui se comporte comme ça, son aura en prend quand même un certain coup. Et je vais vous raconter encore une autre anecdote. Il y a des textes de Rousseau qu'il faudrait connaître. Quand j'ai fait ma maîtrise de philosophie, je me souviens que j'avais un exposé à faire sur ce philosophe. Je n'ai jamais pu terminer l'exposé, c'était au temps des facultés des lettres qui étaient investies par le communisme le plus militant. J'ai essayé de terminer en me mettant debout sur la table et je ne lisais plus mon texte, je hurlais la lecture que je faisais de Rousseau. Parce que j'avais beau lire Rousseau, j'avais beau me contenter de lire ce qu'il disait, c'était tellement insupportable pour eux, ça rompait tellement avec leur idée de ce qui se faisait de ce philosophe, qu'ils poussaient des hurlements de bêtes pour couvrir ma voix. Et quand par exemple j'essayais de lire un texte de Rousseau disant il faut empêcher la populace de s'approcher des autels de la connaissance parce que la populace n'a pas droit à l'éducation, eh bien ils sautaient en l'air en poussant des hurlements, mais pour couvrir ma voix, encore une fois. Mais si vous faites connaître des textes comme cela, ben, l'idée, l'aura de ces philosophes va en prendre un sacré coup. Et nous avons à faire cela. Nous avons démystifié complètement ce qui nous a été dit depuis 2 siècles. On nous raconte absolument n'importe quoi sur un certain nombre de thèmes. Donc il faut reprendre en main les choses, apporter nos informations et porter le combat sur le terrain de l'adversaire. D'autres questions? Dans un premier temps, merci pour la qualité de vos propos. Alors je vais prendre un petit raccourci, ça risque peut-être d'être désagréable, mais dans vos propos, vous avez cité, on a l'impression qu'à partir du moment où on se débarrasse de notre gouvernement, le problème sera réglé. Or, qu'en est-il des autres? Parce que je crois que la théorie du genre a été développée également par un autre parti. Je n'en avais pas parlé. Je vais répondre. Alors j'en ai dit un mot quand même à propos du Sénat. J'ai fait état du fait que l'UMP pouvait empêcher le vote de la loi et qu'elle ne l'a pas fait. Il est certain qu'on ne peut absolument pas compter, à mon sens, sur le parti dit d'opposition principal aujourd'hui pour remettre en cause cette idéologie. Il faut se souvenir que c'est Luc Châtel, ministre de Sarkozy, qui a instauré l'idéologie du genre dans les manuels de SVT. Hervé Mariton, qui a été mis en avant, y compris par la Manif pour tous, à mon grand dame, même si au début je pensais moi aussi que c'était quelqu'un de bien, Yves Mariton est quand même quelqu'un qui publie dans Tétu en février 2013 un article disant qu'il était d'accord avec l'adoption par les homosexuels. Et pourtant il est mis en avant ensuite, parce qu'on n'a pas fait attention à cela. Et je me souviens d'un déjeuner avec lui, d'un dîner plus exactement à l'Assemblée nationale, où en fait on s'est jaugé très vite lui et moi. Il a fallu 2 échanges de regards pour qu'il constate que j'étais absolument pas de son côté et que lui n'était pas du mien. C'est étrange comme parfois les choses se font instantanément comme cela. Mais non, effectivement, je n'ai aucune confiance dans la remise en cause de cette loi et de cette idéologie du genre. Alors, nous n'arcissons pas tout de même. Vous avez quand même deux députés UMP qui ont créé une commission d'enquête pour savoir pourquoi et comment l'idéologie du genre avait tellement pénétré dans notre pays. Alors, le député féminin dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra, ne fait rien dans cette commission. Mais l'autre travaille davantage. Donc il y a quand même des gens qui réagissent. Mais la plupart du temps, ils sont, je pense, même pas au courant de ce qui se passe. Vous savez, c'est le piège infernal dans lequel est tombé notre pays depuis maintenant 2 siècles. On échange la culture contre l'économie.
Et donc les partis dits libéraux disent « je m'occupe de l'économie, la culture c'est secondaire ». Je laisse mes adversaires s'emparer des maisons des jeunes, s'emparer de l'art, s'emparer du ministère de la Culture, tout ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'économie, c'est la bourse. Erreur fatale. Et je l'ai encore entendu ce soir, nos adversaires sont très conscients que c'est par la culture qu'ils sont arrivés à leur fin. Et dans les deux axes qu'ils ont dégagés tout à l'heure pour les actions à futur figurent l'art et le sport. C'est par l'art et le sport qu'ils comptent arriver à leur fin dans leurs actions pour les mois et les années à venir. Donc tout ça pour dire, effectivement, je n'ai aucune confiance dans la remise en cause. Nous devons, c'est un petit peu la force du mouvement que nous avons créé pendant ces derniers mois avec la Manif pour tous. Nous devons justement être une force nouvelle qui va forcer tout un panel politique à prendre en compte cette idéologie et qui va être contraint de s'apercevoir qu'il ne peut pas continuer à l'ignorer. Alors je ne sais pas de quoi les mois qui viennent seront faits. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'un jour j'assistais, et c'était très intéressant, j'assistais à une conférence de Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la République, qui n'est pas un des plus mauvais, et il a fait cette confidence qui quand même m'a sidéré. Il m'a dit, enfin il a dit à l'assistance, vous savez, il faut que nous pensions à une chose importante, si jamais la Manif pour tous faisait une liste aux européennes, nous perdrions quasiment l'essentiel de notre électorat. Donc attention à ne pas passer à côté de ce système. Malheureusement, pour l'instant, je dis malheureusement parce que je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais pour l'instant, la Manif pour tous s'est positionnée dans un axe de non-constitution de liste, même si à un moment donné, après l'université d'été, Ludovine avait paru hésiter, puisque le premier communiqué prévoyait, pourquoi pas, la constitution de liste aux élections européennes. Mais finalement, le communiqué final ne l'a pas retenu. Donc personnellement, je crois que si l'on compte sur l'infiltration, sur l'entrisme dans les partis classiques pour faire avancer notre combat, nous nous trompons. L'expérience de ces 30 dernières années montre quoi ? Que chaque fois que des jeunes de qualité sont entrés dans des partis pour les prendre de l'intérieur, ils se sont tus pendant 20 ans, et quand ils sont arrivés à un poste de responsabilité, ils n'avaient plus rien à dire. Parce qu'au bout de 20 ans de silence, de renoncement et de manque de courage, parce que vous voulez vous placer, ben vous avez perdu le feu sacré, vous n'avez plus rien à dire. Alors j'en profite, parce qu'on a parlé des politiques, pour saluer la présence ce soir de notre député, Monsieur Berrios, qui est venu nous écouter, et également de notre conseiller général, Monsieur Glodon, qui est également là. Donc, en tout cas, ils sont là pour nous écouter, ils nous ont entendus, et je pense qu'ils ont compris que les Français, les citoyens, attendaient des réponses de la part des politiques sur ce sujet du gender et de la différenciation homme-femme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, question par là. On va essayer de faire passer le micro. Bonjour. Ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque pour apporter de l'eau à votre moulin. J'ai beaucoup regardé les médias sur ces questions les derniers mois et vous avez parlé bien sûr des incidences politiques, éthiques, morales, hein. Mais vous avez volontairement ou pas pris le temps de parler des incidences biologiques. Et il y avait une émission qui était extraordinaire, je dis bien extraordinaire, qui donnait le témoignage de femmes qui avaient pratiqué donc l'assistance médicale pour avoir des enfants. Et donc un constat a été fait que par hasard, dans le même quartier, deux femmes avaient des enfants qui se ressemblaient. Et là-dessus, elles ont bien sûr confronté leurs informations, se rendant compte qu'elles avaient les mêmes géniteurs et que dans le quartier, il y en avait un certain nombre. Ce qui veut dire que si ces enfants tombent amoureux les uns des autres, ils sont déjà demi-frères. Vous voyez la suite. C'est qu'aujourd'hui, c'est déjà fait. Bien sûr. Alors, à propos de la procréation justement et du refus d'admettre que la femme engendre, avez-vous entendu parler, moi j'ai vu ça sur internet, de tentatives d'utérus artificiel? C'est-à-dire que des femmes se sont aperçues que leur fœtus leur avait été enlevé au prétexte qu'il était en souffrance dans leur ventre et avait été mis dans des espèces de couveuses bien avant la date où on pouvait espérer les faire survivre, mais à titre d'expérimentation pour tenter
de mettre en place des utérus artificiels? Oui, je peux répondre. Moi, j'avais une question existentielle par rapport à la pratique de mon métier. Je suis pédiatre et en crèche. Et je me pose la question, qu'est-ce que je dois dire? Comment doit être? Quelle attitude prendre si j'ai des parents lesbiennes avec un enfant? Donc, deux questions très différentes. Alors, sur la première question, oui, c'est exact, hein, il y a des tentatives d'utérus artificiel, mais les techniques sont constamment mises en action pour essayer d'accélérer cet effacement de la différenciation des sexes. Et ça ne date même pas de ces dernières années. On voit se multiplier les opérations en matière de transsexualité, etc., qui sont destinées à aboutir à la même fin. C'est d'ailleurs intéressant, j'en profite pour vous parler de ce cas. C'est un cas qui a fait quand même la une dans le New York Times aux États-Unis, à propos d'un livre qui s'appelle The Nature as the Nature Made Him. C'est-à-dire l'histoire authentique. C'était quand même un best-seller aux États-Unis, mais en France, apparemment, quasiment personne n'en a parlé. L'histoire authentique d'une mère qui avait eu 2 petits jumeaux. Et ces 2 petits jumeaux avaient des problèmes pour uriner à l'âge de quelques mois. Et donc, on a recouru à la circoncision. Le médecin qui a pratiqué la circoncision n'était pas du tout familier de cette opération. Il a complètement raté avec un appareil dont j'ai oublié le nom, qui a carrément brûlé le petit sexe du petit bébé. Et lorsque la mère est arrivée, le sexe est tombé en poudre, carrément. Ça veut dire l'horreur. Donc le 2e jumeau n'a pas été opéré. Et à ce moment-là, les parents, épouvantés, sans aucun repère particulier, se sont dit, mais que faire? Ils sont allés consulter un docteur qui était, un médecin qui était un des grands spécialistes de l'idéologie du genre à l'époque, qui leur a dit, mais écoutez, c'est tout simple. Votre bébé devient une fille. Nous allons l'opérer pour qu'il devienne une fille. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le bébé a grandi comme fille, il a été habillé comme fille, on l'a opéré à 2 reprises pour commencer à lui placer un utérus artificiel, enfin un sexe qui est quelque chose qui ressemble à ça, de façon à ce qu'il puisse uriner normalement. Et alors à l'école c'était vraiment particulier, raconte les témoignages, parce que ce bébé en réalité parmi les 2 jumeaux c'était le plus costaud des 2. Et donc à l'école c'était toujours la petite fille qui défendait le petit frère. Alors, c'est apparemment amusant, mais ça s'est très très mal passé au fur et à mesure que les années ont passé, parce qu'il plus ça allait, moins il était à l'aise avec son être de petite fille. Il ne se reconnaissait absolument pas. Alors on a commencé à lui faire des traitements hormonaux, à lui faire une poitrine artificielle, etc. Jusqu'à l'âge de 16 ans, où brusquement on lui a révélé la vérité. Il a découvert qu'il était un garçon. Pour lui, ça a été un choc épouvantable. Donc il a essayé de faire machine arrière sur le plan hormonal, de revenir en arrière avec des opérations. Il a fini quand même par se marier à l'âge de 20 ans. Il est resté marié pendant 4 ans et puis il s'est suicidé. Il n'a pas tenu. En tout cas, c'est un fait absolument authentique. Et le jumeau s'est suicidé aussi. Et le jumeau s'est suicidé aussi. Et c'est un fait absolument authentique, et il faut savoir que c'est une démonstration, alors par le contraire, que l'idée du genre selon laquelle on est créé dans notre sexe par la société est complètement faux. Complètement faux. Donc c'est vrai qu'il y a des opérations de cette sorte. Vous savez, en 1994, dans le Figaro, un militant LGBT disait, je peux vous aussi donner la citation exacte, mais il disait: nous aurons accompli ce que nous cherchons à faire lorsque nous aurons obtenu qu'une femme puisse se greffer un sexe d'homme et s'auto-féconder elle-même. C'était dans le Figaro, en 1994. Alors maintenant, pour répondre à votre question est plus délicate. Alors, j'insiste beaucoup évidemment sur le fait que quand on parle d'homophobie, il faut distinguer la critique philosophique du système dans lequel on veut nous emporter et l'attitude humaine, personnelle vis-à-vis des gens, des personnes. Donc, si vous voulez, moi, ma première réaction, je ne sais pas ce que viendraient vous dire ces parents, ces dames, la première réaction, c'est que sur le plan humain, vous avez un devoir de charité, un devoir de bienveillance, un devoir d'accueil. Maintenant, ensuite, quoi leur dire selon le problème qu'elles rencontrent? Il faudra peut-être que vous repreniez votre autonomie et que vous ayez le courage de leur dire que ce qu'elles présentent à leur enfant n'est certainement pas une bonne idée. Mais il faudra procéder en 2 temps. Accueillir vraiment humainement, profondément, et ensuite aider en disant la vérité, à mon sens. Et bon, vous êtes médecin, vous avez votre serment d'Hippocrate, ce sera évidemment à vous de décider. Je terminerai juste sur le point en disant qu'il ne faut pas, de ce point de vue-là, se laisser impressionner par les prétendues enquêtes qui ont lieu. Lorsque le programme de 2012 est sorti,
Tout était basé dans ce programme, dans l'exposé des motifs, sur un sondage, enfin sur des enquêtes qui montraient que, je crois, 25% des jeunes homosexuels étaient victimes d'attaques et d'actes de malveillance. Et j'ai écrit, enfin mon association a écrit, 24% des homosexuels ont déjà été agressés physiquement en tant qu'homosexuels au cours des 10 dernières années et 48% ont déjà été agressés verbalement. Sondage IFOP, mars 2011. C'est le seul sondage d'ailleurs, puisque tout à l'heure, lors de l'après-midi où j'étais, c'était le seul sondage qui était mis en avant. Ils admettaient qu'il n'y avait pas d'autres sondages. J'ai donc écrit à Mme Belkacem, avec mon association, lui demandant des références sur ce sondage IFOP. Elle ne m'a pas répondu, sauf par une lettre de pure courtoisie. On est allé voir sur l'IFOP, impossible de trouver cette référence. Impossible de trouver ce sondage. Et l'IFOP ne nous a pas donné les références. Donc on a réécrit au ministre en disant, écoutez, on a un vrai problème, et là on l'a menacé, si j'ose dire, en lui disant, s'il n'y a pas de sondage régulier, ça veut dire qu'on a fait une étude avec un fichier dans lequel apparaît l'orientation sexuelle des gens. Donc un fichier informatique dans lequel on apparaît qu'on est homosexuel ou pas. Et du coup, le ministre a répondu. Et il nous a donné les références de ce sondage IFOP qu'on a retrouvé dans la 4e strate en dessous, dans les données de l'Institut de sondage. Et quand on a étudié ce sondage, on s'est aperçu en réalité que c'était un sondage complètement bidon commandé par Tétu. Et qu'au bout du compte, ces prétendus chiffres qu'on avance là correspondaient à 400 personnes qui, sur la base du volontariat, sans aucun contrôle par la police, avaient déclaré avoir été agressées. Aucun contrôle, aucun recoupement entre leurs déclarations et des plaintes. On n'a pas demandé à ces gens-là, avez-vous déposé plainte, qu'on puisse vérifier que ce que vous dites maintenant correspond à la vérité. Aucun contrôle. 400 personnes qui, librement devant leur ordinateur, ça s'est fait par ordinateur, ont dit oui, j'étais agressé, et c'est là-dessus que le gouvernement a fondé un programme qui bouleverse de fond en comble la société française. Donc ces enquêtes, encore une fois, méfiez-vous-en, parce que la plupart du temps, elles n'existent pas. Et un professeur de Besançon a démontré qu'aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'on a fait des enquêtes prétendument scientifiques entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, on s'est aperçu qu'on comparait toujours, s'agissant des hétérosexuels, avec des couples dans lesquels le père ou la mère était parti, pour voir quelles étaient les conséquences psychologiques de l'enfant. Donc d'un côté on avait un couple homosexuel, et de l'autre côté on avait un couple hétérosexuel dans lequel il n'y avait pas les deux. Et donc ça brouillait complètement les cartes, on était incapable de savoir quelles étaient les conséquences qui étaient dues à ceci plutôt qu'à cela. On va prendre une dernière question. Oui, je voulais poser la question concernant les forces qui sont en présence que vous nous imposez. C'est ce qui se passe en ce moment avec les pressions qui sont faites à tous nos gouvernants. Et je voudrais savoir si la trilatérale et le groupe du Bilderberg ne sont pas les auteurs et à l'origine de ces déviations à laquelle nous avons affaire. Bonjour, je voulais vous dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis 40 ans, une certaine droite a favorisé le marché, ce qui a favorisé les idées libertaires de la gauche, qui en fait se sont regroupées. Et moi je pense que c'est ce qui nous a détruits. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est ce que je pense. Alors, il est certain que les groupes LGBT sont financés par les grandes banques internationales, liées effectivement au CFR ou à ce qu'on appelle la trilatérale. Ça, c'est une autorité publique, on a les données. HSBC, notamment, par exemple, la banque Rockefeller, finance largement les groupes LGBT. Ils ne s'en cachent pas, c'est officiel. C'est officiel. Je n'ai pas les données pour les banques françaises. Il y a tout lieu de penser qu'il y a une pénétration qui s'exécute de la même façon. Il ne faut pas oublier que dans chaque cabinet ministériel actuellement, vous avez au moins 1 ou 2 représentants LGBT, ce qui n'a aucun rapport avec la représentation dans la société française. Aucun rapport. Donc, effectivement, il y a manifestement une influence importante, cachée, qui se manifeste de la sorte. Moi, j'attire simplement votre attention sur le point suivant. C'est que, d'une part, l'argent n'explique pas tout. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'argent, même si on peut considérer qu'un certain nivellement culturel va favoriser des économies d'échelle, une culture identique sur l'ensemble de la planète avec des conséquences financières importantes, une meilleure production, etc., ça ne suffit pas à tout expliquer. Je crois qu'on est dans un problème de type ontologique. Nous avons véritablement 2 visions de l'homme qui s'affrontent. Vous avez une vision de l'homme qui consiste à dire il existe une nature, cette nature nous devons mieux la comprendre, nous devons l'étudier de façon à en tirer les conséquences pour le meilleur bien de l'homme tel qu'il nous apparaît avec les études scientifiques que nous menons. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision
qui se réfère au droit naturel, ou au principe de droit naturel. Vous avez une deuxième vision qui consiste à dire, nous n'avons rien à faire de la façon dont l'homme existe aujourd'hui, ce que nous voulons c'est le transformer. C'est Marx et Engels qui disent, il ne s'agit plus de comprendre le monde, il s'agit de le transformer désormais. Et vous avez, c'est pour ça que je parle d'ontologie, vous avez dans tout un courant français qui vient de Derrida, de Deleuze et de Jean-Paul Sartre, etc., vous avez une vision existentialiste de l'humanité qui consiste à dire l'homme se fait lui-même. Il ne doit dépendre en rien de sa nature. Il doit s'affranchir complètement de cette nature. Quand Simone de Beauvoir dit « on n'est pas femme, on le devient », elle ne veut pas dire simplement qu'on apprend à s'occuper de ses enfants, qu'on apprend à s'occuper de son mari, qu'on apprend à développer ces qualités extraordinaires que peuvent avoir les femmes. Elle veut dire par là qu'on se crée soi-même femme, même si on ne l'est pas au départ à l'extrême. Donc si vous voulez, on a deux visions radicalement opposées, l'une qui se réfère à quelque chose d'objectif et d'autres qui se réfèrent uniquement à la volonté majoritaire, à des majorités changeantes, éphémères, et qui ne va pas au-delà. Et de ce point de vue-là, y compris au plan international, y compris dans ces grands groupes dont vous parliez tout à l'heure, c'est la deuxième, évidemment, vision qui prédomine. C'est la deuxième vision qui prédomine. Et la meilleure traduction de la victoire qu'ils ont engrangée de ce point de vue-là, c'est la décision du Conseil constitutionnel de mai dernier. Qu'a dit le Conseil constitutionnel à propos de la loi Taubira ? Il a dit dans une incidente d'une force extraordinaire qui pour moi représente un changement de régime, il a dit, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que naturellement le mariage serait entre un homme et une femme est inopérant. C'est-à-dire que la nature, la référence à quelque chose de naturel n'a plus rien à voir avec notre droit. Et à partir de là, on tombe effectivement dans le subjectif complet, le totalitarisme. Donc, si vous voulez, pour répondre complètement à votre question, oui, il y a des influences cachées, mais il ne faudrait pas croire qu'avec une simple petite minorité, on explique tout, parce qu'il y a répandu dans l'ensemble de notre société une vision philosophique qui vient de cet enseignement qui a été donné depuis 50 ans dans toutes nos facultés, et qui a convaincu un nombre de plus en plus important de gens que c'est vrai. Il n'y a aucune raison de se référer à une loi naturelle, aucune raison de se référer à un principe objectif. C'est la loi de la majorité qui l'emporte en toute chose. Et donc, à partir du moment où on vote une loi, c'est le bien et le mal qui ont été définis par cette loi. Et juste pour répondre à votre deuxième question, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'économie et la culture. C'est vrai que la droite a laissé tous les leviers de la culture entre les mains de la gauche. Et c'est quand même extraordinaire. Mais je vais prendre un exemple. Quand vous pensez qu'un ministre de la Culture a pu écrire un livre dans lequel il raconte ses actes de pédophilie, et qu'il n'en résulte aucune conséquence sur le plan gouvernemental, vous ne pouvez pas ne pas vous poser des questions. Donc si vous voulez, il y a des évidences à un moment donné qui doivent nous interpeller. Et moi je pense que beaucoup de députés de la majorité de l'opposition actuelle n'ont pas vu encore tout cela. Je ne veux pas dire qu'ils sont aveugles, ce serait présomptueux de ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'action politique, on est tellement pris dans le quotidien, tellement pris dans les suggestions qui surgissent constamment, dans les combats à l'intérieur du mouvement, dans les réponses qu'il faut faire aux électeurs, qui vous posent des questions plus ou moins intelligentes, auxquelles il faut répondre, et puis on répond, et puis ils ne comprennent toujours pas, etc. On perd un temps fou avec ça. Je ne dis pas que c'est pas une chose nécessaire, mais ils n'ont plus le temps de faire des études philosophiques la plupart du temps. Et donc ils s'en remettent à des cabinets, ils s'en remettent à des techniciens, et puis ils sont complètement entre les mains de ces techniciens. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Moi je veux bien répondre à toute question, hein, tout dépend du temps dont nous avons. J'étais un jour vice-président d'un centre culturel dans une ville de province, et je prenais mes responsabilités pour la culture de cette ville. Et la responsable de la programmation musicale vient me voir dans mon bureau et m'interroge sur la nouvelle programmation. Et je lui dis à un moment donné, écoutez, c'est un peu dommage parce que sur le plan musical, il n'y a pas de musique baroque. Ce serait bien qu'il y ait 1 ou 2 concerts de musique baroque. Elle me dit, mais écoutez, si, il y a tel concert, et elle me sort une œuvre de Verdi. Je la regarde et je lui dis, mais vous êtes en train de me dire que le bel canto c'est du baroque? Et je l'ai vu rougir comme une pivoine. Mais tenez-vous bien, en réalité, brusquement, elle avait en face d'elle quelqu'un qui connaissait la différence, mais elle était habituée à des gens qui ne la connaissaient pas. Et donc pendant des années et des années, c'est cette personne qui a imposé une culture complètement contraire aux orientations des hommes politiques qui gouvernaient cette ville, simplement parce que ces hommes politiques soit ne s'en occupaient pas, soit n'étaient pas, je le dis franchement, capables de faire la différence entre 2 périodes musicales. Merci à tous de votre présence. Donc le combat continue.
Vous pouvez nous aider en adhérant à l'association. Vous pouvez également acheter les livres de Patrice André qui sont présents et qu'il va dédicacer donc sur la table à la sortie. Et puis je vous rappelle qu'il y a une caisse pour nous aider à couvrir les frais. Merci de votre présence nombreuse et merci à notre conférencier. Juste un dernier mot. Merci beaucoup. Parmi les livres, il y en a qui sont signés d'André Bonnet, qui est mon vrai nom. Patrice André, c'était le nom que j'avais pris par obligation de réserve lorsque j'étais président de tribunal. Donc j'ai continué avec ce nom, mais vous avez un recueil de poésie. C'est pour montrer qu'on peut faire ce que je fais tout en faisant de la poésie.